Toujours dans le cadre de la 12e édition de Futurapolis Planète. Merci d'être avec nous, cher public. On continue à interroger les grandes tendances de l'époque. Je vous informe, ou plutôt je vous rappelle, je vois des têtes familières, que vous pouvez poser vos questions sur menti.com en entrant le code 5602. On part du côté de l'alimentation et de la santé. On l'a intitulé gluten, mais que se passe-t-il dans nos assiettes? Les techniques agricoles qui nourrissaient il y a quelques décennies 3 milliards d'individus permettent d'en nourrir 8 milliards aujourd'hui. Le rendement du blé a triplé en 60 ans avec des variétés très productives, mais ces variétés ont généré plus de gluten que leurs vénérables ancêtres. Comment le gluten est-il devenu l'ennemi silencieux de notre intérieur? Faut-il changer radicalement nos modes d'alimentation? On en discute tout de suite avec Bruno Parmentier, ingénieur, économiste, auteur spécialisé des questions agricoles et alimentaires, et Nathalie Vergnol, directrice de recherche à l'INSERM. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. C'est vrai qu'on traite beaucoup des sujets du moment. Alors, le gluten, ça fait quelques années qu'on en parle tous, qu'on le voit dans les magazines, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Bon, j'ai donné quelques éléments en termes d'introduction. Pour vous, Bruno, vous dites que finalement, les choses ont changé, alors qu'on a parlé tous les deux. Vous dites que quand vous êtes né, il y avait 3 milliards d'humains, maintenant il y a 8 milliards. Et le monde dans lequel on vit est de plus en plus aseptisé, c'est ça? Ben oui, écoutez, j'étais étudiant en mai 68 à Toulouse, ça ne me rajeunit pas. Il y avait 3 milliards de gens. J'ai vu passer les 4 milliards, les 5 milliards, les 6 milliards, les 7 milliards et les 8 milliards, mine de rien. Bon, il y a encore le 9e et le 10e milliard, mais on ne verra jamais le 11e. Bien, on mange mieux sur une planète où il y a 8 milliards d'habitants que quand il y avait 3 milliards. On a multiplié par 2,5 la population mondiale, mais on a multiplié par 3,5 la production de blé, par 3,5 la production de riz, par 5 la production de fruits, de légumes, etc., par 7 la production de viande, par 14 la production de poulet. Et la réalité, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on gagne 4 mois d'espérance de vie tous les ans en France. Je suis maintenant nettement plus vieux que mes 2 grands-pères et mon père, et j'espère encore continuer à survivre. En fait, on vit en moyenne 14 ans de plus que son grand-père, 7 ans de plus que son père. Enfin, sauf si on fume, sauf si on boit, sauf etc. Ça, ben, chacun est responsable. Alors maintenant, l'agriculture a fait des progrès considérables. Il faut se rendre compte que si on a triplé la production de blé, ce n'est pas en triplant les champs. En fait, on ne cesse d'augmenter la taille de la ferme mondiale. On brûle les forêts tropicales, on veut à tout prix augmenter la taille de la ferme mondiale. Mais on pollue, on érode, on bâtit, on bétonne autant. Ce qui fait que le nombre de champs sur la planète n'a pas augmenté depuis 60 ans. Il y a à peu près 600 millions d'hectares de céréales, 200 millions d'hectares de blé, 200 millions d'hectares de maïs, 100 millions d'hectares de riz, 100 millions des autres. Donc si on a multiplié par 3,5, c'est qu'on sort beaucoup plus de blé du même champ. Mais on en sortait tellement peu dans le temps qu'on parlait en quintaux. Ça faisait plus riche, hein, parce que bon, quand j'étais jeune, on sortait 2 tonnes de riz, de blé, à peine à l'hectare. On disait 20 quintaux, ça faisait plus classe. Bon, maintenant, on est à 75. Bon, entre parenthèses, on est à 75 depuis 30 ans, on n'arrive plus à augmenter, hein. On a augmenté des années 60 aux années 90. Donc, moi, je dis bravo les agriculteurs. Nos blés sont beaucoup plus productifs. Alors, ben, c'est la sélection génétique, c'est les méthodes de culture, etc. Vous avez remarqué que, par exemple, quand on voit les tableaux de moisson du 15e, du 16e siècle, le blé était aussi grand que les hommes. Bon, ben, ça fait plusieurs siècles qu'on dit au blé, attendez, la paille, je m'en fous complètement. Moi, je voudrais du grain. Alors maintenant, le blé, il est rikiki, sauf que 8 tonnes à l'hectare. Voilà. Alors maintenant... Alors je vais laisser un petit peu parler Nathalie. Donc, pour atteindre cette productivité et ces rendements, on a limité les variétés. Or, vous dites, vous, Nathalie, la variété, elle est fondamentale dans notre équilibre alimentaire. Si on part sur seulement 3 variétés de blé, à terme, on risque d'avoir un souci.
Oui, effectivement, la santé de nos organismes, humains ou animaux, nécessite d'avoir une variété, nécessite qu'on soit exposé à une variété d'éléments. Et notre système immunitaire, lui, son rôle, c'est justement, enfin, il est encore plus performant, plus il voit de choses différentes. Donc s'il ne voit que des choses restreintes et plus ou moins toujours la même chose, c'est sûr qu'on peut développer des systèmes immunitaires qui sont moins performants, moins adaptés. Donc la diversité pour le système immunitaire, c'est vraiment une clé. C'est vrai pour le système immunitaire, c'est vrai pour le microbiote aussi, dont on parle beaucoup et dont on connaît. Là, c'est un buzzword en ce moment, le microbiote. Rappelez-nous ce que c'est et pourquoi c'est important. Alors, le microbiote, c'est une communauté de micro-organismes qui vivent avec nous. Alors, quand on dit microbiote, on pense souvent au microbiote intestinal, mais ce n'est pas le seul. C'est sûr que dans notre intestin, on a comme ça des millions et des millions de micro-organismes, des bactéries, des virus, des archées, des champignons, et qui nous aident à vivre, qui nous aident à digérer, qui nous aident à processer, qui produisent des vitamines pour nous, qui nous aident à processer les aliments. Donc voilà, c'est un cohabitant. Je disais l'intestin, il y en a aussi à la surface de la peau, il y en a en fait à peu près dans tous les organes en fait. Et donc ce microbiote, c'est une communauté très variée et c'est une communauté qui est saine, plus elle est variée, plus elle est saine en fait. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans des pathologies, on a des microbiotes qui, en fait, réduisent leur variété, leur diversité. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un microbiote pas très en santé. Donc là aussi, le microbiote, lui, il a besoin d'être divers, justement pour faire face à la diversité des écosystèmes et de notre environnement. Alors, double problème, même si à la base, ce n'est pas un problème, on a la productivité qui augmente. Je l'ai dit en introduction et vous l'avez confirmé. Les variétés se réduisent, donc le problème d'exposition du microbiote à l'aspect variétal est compliqué. Et il y a un composant du blé qui est important, notre ami, que je recite, qui est le gluten. Et donc on le trouve davantage, ou ces variétés-là, le corollaire du fait qu'elles soient productives, c'est qu'elles aient plus de gluten pour le parmentier. Qu'est-ce qui se passe? Alors non. En fait, les variétés modernes n'ont pas plus de gluten que les variétés anciennes. Finalement, c'est à peu près les mêmes choses. Alors d'abord, le gluten n'est pas natif. Ouais. Le gluten, c'est ce qui apparaît, c'est la colle, le gluten, grosso modo. Ce qui permet d'avoir une mie de pain qui augmente parce que cette colle colle les éléments et l'air. Gardez juste le micro près de votre bouche que ceux qui sont sur Internet. Et donc cette colle n'apparaît qu'au moment où la farine humide repose et germe. Bien. Alors, il n'y en a pas plus. Maintenant, la réalité, c'est qu'on en rajoute. Parce que le gluten, pour ceux qui ne sont pas intolérants, c'est super bon. C'est de la protéine. Et donc, dans les aliments industriels, on rajoute du gluten. Plus l'aliment est industriel, plus on en a rajouté. Donc, si vous allez prendre un hamburger, le pain hamburger, il y a bien plus de gluten que le pain normal de votre boulangerie. Pareil pour le pain de mie, mais pareil pour les tartes, pareil pour les nouilles, pareil pour etc. Ben, si la spaghetti tient quand elle est dans l'eau bouillante, c'est parce qu'il y a la colle qui la maintient. Donc, en fait, on a concentré dans beaucoup d'aliments industriels beaucoup plus, finalement, d'ingestion de gluten, sans compter qu'on en met partout du gluten. C'est une colle qui est super, donc on en met partout, y compris dans les cosmétiques, y compris, etc. Mais alors, Nathalie, pourquoi on ne le digère pas? Pourquoi il nous fait du mal? Pourquoi on devient intolérant? C'est parce qu'il y en a plus? C'est parce qu'on est... Alors, il y a plein de choses, vous allez démêler ce que je... Oui, le gluten, faut pas s'imaginer que c'est une mauvaise chose. Le gluten, depuis la nuit des temps, l'homme a été exposé au gluten, le digère parfaitement et sait le processer dans des cas de normalité. Le gluten, c'est vraiment quelque chose d'important dans nos vies et qu'il ne faut pas éliminer de nos vies. Il y a des cas dans lesquels, effectivement, il faut éliminer le gluten. Ce sont des maladies, ce sont des pathologies. Il y en a une en particulier qui s'appelle la maladie cœliaque.
C'est une maladie grave, mais rare, très rare. Elle touche moins de 1% de la population. Et dans le cas de cette maladie-là, lorsqu'elle est diagnostiquée, c'est une maladie génétique avec des anticorps qui sont faits justement contre les enzymes qui nous aident à digérer le gluten. Quand on est diagnostiqué avec cette pathologie-là, c'est sûr que la solution, c'est d'enlever le gluten de son alimentation. Et ça, vous le dites, c'est rare. Est-ce qu'on a eu, avec les 30 dernières années, une fréquence d'apparition, une prévalence plus importante? Non. Non. Donc ça bouge pas. Cette pathologie-là, on n'est pas sur la bonne hypothèse alors. Stable. Alors c'est quoi? C'est des intolérances? Par contre, effectivement, il y a aussi des pathologies qu'on qualifie d'intolérance au gluten, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont peut-être un petit peu moins bien tolérer, moins bien digérer, mais enfin, c'est pas l'expression de ces pathologies, c'est pas aussi grave que pour la maladie cœliaque. Alors chez ces individus-là, c'est sûr que réduire la quantité de gluten ingéré, effectivement, ça peut aider. Mais la plupart, la vaste majorité de la population n'est pas du tout intolérante et sait très bien le gérer, le gluten. Comme disait Bruno Parmentier, on le retrouve partout dans les aliments transformés, quand même peut-être la surexposition au gluten peut, pardon si c'est trivial ou c'est des questions de nuance scientifique, mais je me pose la question de, voilà, si on y est plus souvent confronté, peut-être qu'à terme on le tolère moins. Alors, si c'est pas prouvé scientifiquement, vous avez le droit de me dire, c'est pas grave. Je suis solide. Effectivement, c'est pas la quantité. Aujourd'hui, le fait qu'on soit plus exposé fait qu'on développe plus d'intolérance. C'est pas quelque chose qui soit réellement prouvé. Je pense que en suivant, vous allez avoir un débat sur les allergies. C'est la même chose. Hein. On voit clairement plus d'allergies. À quoi c'est dû? Il y a des choses qui sont quand même encore à creuser et à découvrir. Donc, pour le gluten. Je le redis, le fait qu'il y ait plus de gluten aujourd'hui et que ce soit ça qui provoque l'intolérance, c'est pas réellement quelque chose qui a été démontré. Ceci dit, supprimer le gluten alors qu'on sait le gérer, c'est pas une bonne chose non plus. Mais néanmoins, Nathalie, on ne peut pas nier le fait que de plus en plus de gens pensent, se disent, croient légitimement qu'ils sont intolérants ou qu'ils supportent moins bien le gluten. Ils se trompent, ces gens, c'est leur ressenti qui n'est pas bon, c'est autre chose qui leur fait du mal? Ah, non. Encore une fois, être intolérant au gluten, ça se prouve, c'est quelque chose qui est déterminé médicalement. Il faut en discuter avec son médecin. Si on a la suspicion qu'on est intolérant au gluten, il faut aller discuter avec son médecin et le médecin va faire des recommandations. Il y a des choses assez simples qu'on peut faire pour déterminer si on est intolérant au gluten ou pas. Et selon l'issue de ces discussions, effectivement, on peut recommander de diminuer la quantité de gluten. Et là, à Paris, en prévalence, est-ce que vous savez s'il y a plus de gens qui se déclarent aujourd'hui intolérants au gluten qu'avant ou disons que c'est quelque chose auquel qu'on remarque plus, effectivement, parce qu'on en parle. Et donc, de plus en plus, les gens vont se dire, et dans la société, ça se voit, tiens, je vais supprimer le gluten et voyons ce que ça me fait. Ah ben, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. C'est vrai, tout ça c'est vrai, hein, je le nie pas du tout, hein, effectivement, parce que digérer le gluten, ça prend de l'énergie, hein, ça demande à notre corps de mettre en place des réponses qui sont demandeuses en énergie. Donc c'est vrai que quand on mange pas de gluten, quand on le supprime totalement, on a plus d'énergie, on peut se sentir mieux, on peut perdre du poids aussi, hein, et d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que on dit on supprime le gluten et les pathologies cardiovasculaires sont améliorées. C'est pas une relation directe. La corrélation n'est pas causalité. Exactement. C'est parce que voilà, on perd du poids et que il y a moins de surpoids que effectivement il y a un effet sur les maladies cardiovasculaires. Là, pas encore sur cette hypothèse. Alors c'est quoi, Bruno? On l'avait rapidement évoqué, mais on va y revenir. Je vous ai dit, est-ce qu'on vit dans une société de plus en plus aseptisée? C'est une autre théorie, la théorie de l'hygiène. Alors, vous dites, on vit plus longtemps, on vit mieux visiblement parce qu'on arrive à produire davantage, mais le corollaire, c'est... Oui, alors, digérer, ça prend beaucoup d'énergie. Bien, penser aussi, hein, le cerveau et l'estomac nous prennent une bonne partie de notre énergie, surtout quand on ne marche plus, on a le micro, etc. Bien, alors maintenant, il y a des aliments qui prennent plus d'énergie à digérer que d'autres. Par exemple, les deux aliments emblématiques, le pain et le lait. Je fais une petite digression sur le lait.
On a l'impression que le lait, c'est, pour les mammifères, c'est le summum. Le lait de sa mère pendant les 3 premières années, c'est tout. Il n'y a aucun autre mammifère que l'homme qui boit pendant 70 ans du lait et en plus d'une autre espèce. Donc les molécules du lait sont difficiles à digérer, en partie parce qu'elles sont très riches. Le bébé naturellement produit une enzyme qui permet de casser ces molécules, mais la nature, dans sa grande sagesse, n'ayant pas prévu qu'on allait boire du lait de vache à 70 ans, arrête de produire cette enzyme. Donc le lait est beaucoup plus difficile à digérer à 14 ans, puis à 50 ans, puis à 70 ans. C'est risqué de dire ça à côté d'une médaille d'or de l'INSERM, mais on va y aller, Bruno, on va voir si ça tient. Alors le pain, c'est un peu du même acabit. La viande, c'est du même acabit. Donc quand on ne mange que des aliments plus riches, plus composés, qui nécessitent plus d'énergie pour digérer, et bien pendant ce temps-là, le corps, il ne fait pas autre chose. Donc, quelquefois, il en a assez, et ben, je parle sous votre contrôle, mais il fatigue, déjà, et puis il peut rendre malade. Enfin, il fatigue, Ce qui fait aussi que, par exemple, l'intolérance arrive plutôt chez les adultes que chez les enfants, parce qu'il y a un effet accumulatif, notre organisme finit par être fatigué. Maintenant, quand on dit on mange sans, c'est une illusion de penser que manger sans, c'est manger mieux. Alors c'est la dernière mode, hein. Alors on va manger sans gluten, sans caséine, mais sans fraises, sans noisettes, sans trucs, sans machin, etc. Et je vous ferai remarquer que c'est une excellente affaire pour l'agro-industrie. Moins il y a de trucs dans ce qu'on mange, plus c'est cher. Vous avez remarqué, hein. Bon, le café décaféiné est plus cher que le café caféiné, etc. Et en plus, on paye 2 fois. Est-ce qu'on paye plus cher pour qu'on retire plein de choses? Donc on mange des aliments de plus en plus aseptisés, si j'ose dire. Et puis on paye une 2e fois parce qu'on rajoute des compléments alimentaires, on se refait des vitamines, plein de pilules, etc. Bon, la vérité, c'est qu'être en bonne santé, c'est manger plein de choses différentes en petite quantité. Bon, et en plus de ça, il faut rajouter qu'on n'est plus à la campagne, on est en ville. On est dans un milieu complètement aseptisé. On n'est pas exposé à toutes ces bactéries, tous ces microbes. Et donc, dès qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau qui arrive, on est beaucoup plus sensible. Donc, on est plus sensible, on a cet effet de mode de retirer plein de choses, de manger tout le temps les mêmes choses, de manger des produits hyper transformés dans lesquels il y a énormément de choses en plus, des adjuvants, des conservateurs, etc., des extracteurs, et puis on rajoute des choses extérieures et on a l'impression que c'est la super bonne santé. Mais les aliments sans gluten, c'est quasiment tous des aliments hyper industriels parce qu'on a remplacé la fonction du gluten par plein d'autres fonctions. Donc on croit qu'on mange mieux, c'est comme pour maigrir, hein. On mange des aliments sans sucre. Les aliments sans sucre, ils ont plus de sel et plus de matière grasse, il faut bien avoir du goût. On mange des aliments sans matière grasse, il y a plus de sel et du... Parce que sinon, si on a tout retiré, il n'y a plus de goût. Et en plus, on a l'impression qu'on peut en manger plus parce qu'ils sont bons, donc on finit par manger trop. Je me sens ballonné maintenant avec vos histoires, Bruno. Alors on va fact-checker ce que dit Bruno. Vous êtes d'accord, scientifiquement parlant, ce qui vient d'être avancé ? Alors, sur le lait, la réalité, en fait, c'est que les enfants sont équipés d'un point de vue enzymatique pour digérer le lait, ça c'est très clair. Mais en fait, cet équipement, on peut le garder tout au long de sa vie si on l'entretient. C'est-à-dire qu'il faut continuer de boire du lait. Si on s'arrête de boire du lait, notre corps va le sentir et puis va dire ok, je fais plus les enzymes nécessaires à la digestion du lait. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Et d'ailleurs, les adultes le savent. S'ils continuent de boire du lait toute leur vie, ils arrivent à le digérer. Quand ils arrêtent, là c'est là qu'on n'arrive plus à le digérer. Après, sur l'argumentation de la diversité de l'alimentation, je ne peux pas être plus d'accord. C'est sûr qu'un des graves problèmes en santé aujourd'hui, et en santé digestive en particulier, c'est le fait de l'appauvrissement de la diversité des choses qu'on mange. Et c'est ça qui est en fait à l'origine de pas mal d'intolérances, de pas mal de
maladies allergiques, de mauvaise reconnaissance du système immunitaire dont je parlais tout à l'heure, cette diversité de l'alimentation qu'on avait dans les temps anciens et qu'on est en train de perdre à très très grande vitesse, ça pose un réel problème pour la santé, oui. Mais alors, on fait comment? Parce qu'on vit des vies modernes. Bruno et Nathalie, on n'a pas forcément le temps de cuisiner comme avant. On n'a pas forcément le temps d'aller au marché. Vous l'avez dit, j'ai une intolérance à ça, je vais compenser avec autre chose qui lui-même est plein d'autres produits pour compenser. On fait comment pour naviguer cette ligne de crête parce qu'on n'est pas en train de rêver, ou alors c'est le système et la mode, on se dit ah ouais, moi aussi je suis intolérant à ça, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on ressent et qui est légitime. Comment on s'en sort? Bon, on est en France. Moins de viande, moins de lait, de base. Plus de fruits, plus de légumes, différents, de saison, locaux, bio en plus si vous pouvez, mais déjà plein de fruits et de légumes. Il n'y a rien de mieux le soir que la soupe de légumes. Voilà. Et de légumes de saison locaux. Hein. Mais bon, on en revient à ce plus problème de diversité sociétal. Si on mange... Bruno, il faut avoir le temps de le faire, ça. Oui, enfin, il faut avoir la volonté et la culture. Si on choisit de manger hamburger, frites, Coca-Cola 4 fois par semaine, c'est un choix dans la vie aussi. Ben, il ne faut pas imaginer que si on mange hamburger, frites avec du Coca, ça va être super bon pour la santé. Bon, donc, j'ai 75 ans. Tout ce que vous voyez en face de vous, là, c'est rentré par ma bouche. Je rentre 1 tonne par an par ma bouche. Il n'y a quasiment plus rien que m'a donné ma maman. Donc, quelque part, on est physiquement ce qu'on a introduit dans sa bouche. Si on introduit que... Je mange donc je suis. Que quelques trucs, pas beaucoup de diversité, il ne faut pas se plaindre si quelque part ça finit par mal se passer. Bon, la conclusion, c'est que c'est de notre faute alors. De notre faute, c'est une façon de voir les choses, mais simplement c'est vrai que dans nos sociétés ça requiert de l'organisation de bien manger, ça requiert de la réflexion et je pense qu'on peut tous, si à un moment donné on a cette conscience-là de bien manger, d'essayer de manger des choses diverses et surtout d'éduquer nos enfants pour manger des choses différentes, cuisiner soi-même. Il y a moyen de s'organiser et de pouvoir le faire. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais manger de pizza industrielle, mais c'est une question de systématisme. Si on ne prend que des aliments transformés, industriels, là, c'est sûr qu'à un moment donné, sur la santé, ça a un impact majeur. Alors, Bruno Parmentier, vous évoquiez quelque part, on a une malédiction culturelle. Si 2 marqueurs importants de notre culture, le pain et le lait, ses dérivés, j'imagine le fromage, sont problématiques dans notre capacité à les digérer, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste le vin. Ouais. Qui pose peut-être d'autres problèmes de santé publique, mais... Plein d'antioxydants. Non mais d'abord pour le lait, si vous regardez autour de vous, il y a assez peu d'adultes de plus de 50 ans qui prennent un bol de lait le matin. Ils ont tous fini par dire, oh là, le bol de lait le matin, c'est difficile à digérer. Enfin, on mange du lait au lieu de le boire. Hein, le fromage est plus facile à digérer, etc. Et puis il y a fromage et fromage, il y a des fromages à pâte dure, des fromages à pâte molle, etc. Donc on peut quand même. Mais ce qui a baissé drastiquement, c'est le légume. Et le légume, enfin pas le légume, plein de légumes différents de saison, c'est super bon. Mais effectivement, il faut le cuire, il faut l'éplucher et quelquefois on a la flemme. Bon, alors, je fais tout de suite une incidence. Même les hommes peuvent faire l'épluche. C'est pas un propos sexiste. Hein. Chez moi, c'est plutôt moi qui fais la soupe. Bon, faire la soupe le dimanche soir pour 3 jours, bon, c'est pas la mer à boire, faut pas exagérer. C'est beaucoup dans notre tête quand même. Hein. C'est pas si compliqué de faire une soupe de légumes variés. Bon, alors, mais de manger une salade aussi. Alors, c'est vrai que il y a les frites pour les hommes, il y a les salades pour les femmes. Bon, les hommes feraient bien de manger un peu de salade aussi, quand même. L'alimentation genrée, donc. Ou les haricots verts pour les femmes, voilà. Les hommes feraient bien de manger aussi de temps en temps des haricots verts et pas seulement des frites. Donc on l'a vu, mais finalement c'est des choses de bon sens. Moi je suis un peu déçu, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être quelque chose de miraculeux. Non, c'est la campagne gouvernementale depuis des années, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour. Vous nous vendez pas du rêve, on est encore dans la contrainte. Moi, je crois que je préfère être malade finalement. Non mais blague à part Nathalie, s'il n'y a pas de prévalence de ces nouveaux, de ces intolérances, Je parlais de la maladie cœliaque, pas d'augmentation de la prévalence de la maladie cœliaque.
cœliaque. Pour l'intolérance au gluten, c'est différent. Regardez notre culture, par exemple. Quand on va regarder l'affiche d'un restaurant, on vous vend la viande et puis éventuellement un légume d'accompagnement. On ne vous vend jamais la carotte accompagnée de bœuf. On vous vend le bœuf carotte. Bien. Et donc, quelque part, il faut changer notre culture. Il faut passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf. J'ai rien contre le bœuf. Et 2 fois moins de bœuf, 2 fois plus de carottes, plus un peu de petits pois, plus un peu... Non, mais là, Bruno, vous savez ce c'est qu'il y a bien mort. meilleur pour la planète, C'est bien devenu meilleur un pour la marqueur. santé. C'est devenu un marqueur, là aussi, et même politique, l'affirmation par rapport à la viande. Nathalie Vergnol. Juste pour aller aussi dans ce sens, hein, la recommandation pour la viande rouge, pour rester en santé, c'est 500 grammes par semaine de viande rouge. Le taux maximal. 75% de la population est bien au-delà de ça. Et si vous deviez nous faire peur par rapport à la viande, qu'est-ce qu'il y a comme maladie importante qui... Différents cancers, le cancer colorectal. Oh non, non, pas peur à ce point. Non, non, Nathalie Vergnol, c'est pas chic ça. Ah oui, oui. Ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire L'artérosclérose, le diabète. pas dans les quantités qu'on consomme à l'heure actuelle. Donc moins mais mieux. Mais oui, parce que, attendez, en France, plus personne n'a faim. Je publie un bouquin sur la faim. Il y a autant de gens qui ont faim qu'il y a 100 ans. Il y a 800 millions de gens qui ont faim. Il y a un gamin de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Bon, c'est pas en France. Mais en France, on vit plus vieux, mais du coup, on vit des maladies, on meurt des maladies de l'abondance. Hein, l'artérosclérose, le cancer, l'obésité, etc., etc. Donc, quelque part, on mange maintenant 70 000 à 80 000, parfois 100 000 fois dans sa vie. Bon, ben, ça n'est pas anodin de choisir ce qu'on mange 100 000 fois. Alors, ben, les premiers 20 000, c'était les parents qui choisissaient, mais après, c'est nous. Donc, quelque part, ben, c'est pareil. Les gens qui fument se plaignent que les aliments n'aient pas de goût. Ben, pourquoi tu fumes? Si tu veux qu'il y ait du goût, il faut arrêter de fumer. C'est normal que ça n'a pas de goût. Donc, c'est la même chose. Merci pour ces si on messages mange de des santé choses publique. diversifiées, on risque d'avoir une bonne nouvelle, de mourir en bonne santé. Parfait. Ben, on vous applaudit. Merci à tous les deux pour cette démonstration. Et on va prendre les questions du public. Première question. Qu'on va m'afficher là-dedans parce que sinon je ne pourrais pas la lire. La maladie cœliaque serait d'origine auto-immune. Y a-t-il un lien avec le microbiote, Nathalie? Alors, effectivement, c'est une maladie auto-immune. Le lien avec le microbiote, c'est qu'on sait que le microbiote des gens, des patients qui ont une maladie cœliaque est altéré. Et on sait aussi qu'on peut améliorer la condition de ces patients en ayant une action sur le microbiote. En d'autres termes, en fait, c'est la maladie d'origine génétique qui va aussi impacter le microbiote. Et donc, cibler le microbiote peut aider en fait à accompagner ces gens dans leur pathologie. Pour augmenter la richesse et la diversité du microbiote intestinal, les probiotiques sont de plus en plus conseillés. Qu'en dit la recherche? Ben, la recherche est très active sur les probiotiques. Il y a mais vraiment des milliers d'études qui sortent en permanence pour aller tester justement ces hypothèses-là. Est-ce qu'il y a des probiotiques qui marchent? Lesquels? Quelles combinaisons? Sur quels effets? Et oui, il y a nombre de probiotiques dont on sait qu'ils ont un effet bénéfique. D'ailleurs, c'est la définition du mot probiotique, c'est pour améliorer la santé. C'est ça la définition du mot. Donc oui, il y a des probiotiques qui améliorent la santé. Maintenant, il ne faut pas attendre des probiotiques qu'ils guérissent des maladies extrêmement graves. Y a-t-il un vrai lien démontré entre gluten et productivité? Et non. Les blés modernes très productifs n'ont pas plus de gluten que les autres. Le problème, c'est la diversité. 3 ou 4 variétés de blé, 80% de la récolte française. Avant, il y avait 80 variétés de blé. Mais pareil pour les pommes, pareil pour les carottes, etc. Donc, manger très peu de variétés, puis très peu de types de légumes, et puis toujours un peu la même chose, c'est ça qui est mauvais. Mais en plus, le problème, il est plutôt dans l'agro-industrie que dans l'agriculture. On livre les paysans livrent des blés qui ont à peu près la même capacité de faire du gluten, mais on en rajoute, on concentre et on rajoute plein de choses pas bonnes. Donc le gluten paye aussi. Enfin, ce n'est pas les paysans qui peuvent payer pour ça. Ils vous donnent
suffisamment de blé pour avoir du pain. Je rappelle qu'en France, on produit 3 fois plus de blé que ce qu'on mange. Hein, donc, on n'est pas prêt de voir des boulangeries fermées. Même pendant la crise du Covid, on a vu qu'il n'y avait pas de problème. Toutes les boulangeries étaient ouvertes. Mais derrière, c'est tout notre système alimentaire qui va vers plus de concentration, moins de diversité et moins de santé. Avons-nous vraiment moins de diversité alimentaire aujourd'hui avec l'offre actuelle, ou ce sont plutôt de mauvaises habitudes alimentaires qui ont poussé à un manque de diversité? Alors, l'œuf ou la poule? Nathalie? Sur la première partie, c'est peut-être plus la vision de l'agronome. À la question est-ce qu'on a moins de diversité alimentaire, je ne sais pas vraiment y répondre. Les mauvaises habitudes alimentaires, ce que je peux dire, c'est que, et ça je pense qu'on l'a tous vu à un moment donné dans nos vies, hein, plus on consomme certains aliments, des matières grasses par exemple, à un taux élevé, et en fait plus on a envie de continuer à... Je confirme. Pareil pour le sucre. Hein, non, mais bon, alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de notre corps qui s'habitue, ça vient de notre microbiote aussi, qui peut nous réclamer parce qu'on a changé, en changeant notre alimentation, on a changé le type de microbiote qui est présent et qui peut lui aussi nécessiter en fait toujours peut-être un peu plus de gras ou plus d'éléments sucrés. Donc, voilà, c'est à un moment donné notre conscience qui peut faire que on change le cours des choses parce qu'on le décide. Et sur la première partie, ah non, elle a disparu. Moins de diversité alimentaire aujourd'hui avec l'offre actuelle? Oui, parce que vous l'aviez démontré tout à l'heure. Oui. D'accord. Les aliments industriels sont souvent les plus abordables financièrement. On risque d'arriver à un système à 2 vitesses où la bonne santé serait réservée à ceux qui en ont les moyens, non? Oui, enfin, avoir les moyens, il faut relativiser. Quand j'étais jeune, 35 à 40% du revenu des Français servait à acheter la nourriture. Aujourd'hui, 14%. Et maintenant, on dépense 2 fois plus pour se loger que pour manger. Au sens strict, ça vous est offert par les paysans. Si on continue à consacrer le tiers de nos revenus pour acheter de la nourriture, on n'aurait jamais pu se payer ça. Donc, on vous parle beaucoup du panier de la ménagère, mais la réalité, c'est que ceux qui peuvent se payer des saucisses frites peuvent aussi se payer une soupe de légumes. Je pense que c'est d'abord culturel. Et effectivement, ça dépend de la vision qu'on a de l'importance de l'alimentation. Bon, c'est très important de bien manger pour être en bonne santé. Alors, il y a pire que nous. Aux États-Unis, c'est plus que 7%. 7% des revenus pour acheter. Mais enfin, ils dépensent 2 fois plus que nous en médecine. Hein. Vous savez, il y a un espèce de truc, McDo, Hosto. Voilà. Alors, 30 secondes pour répondre à cette dernière question, Bruno. Vous dites nos sols sont plus productifs, mais pardon, je vous réponds, nos sols sont plus épuisés. Jusqu'à quand seront-ils productifs? Vous n'êtes pas inquiet? Non, c'est notre agriculture qui est plus productive. Je suis d'accord, nos sols sont plus épuisés. Notre agriculture est plus productive parce qu'on rajoute énormément, notamment, d'engrais. Bon, il faut... C'est pour ça que moi, ça me passionne. Je suis ingénieur des mines, je ne suis pas ingénieur agronome, je suis passionné par l'agriculture. Le plus vieux métier du monde doit se réinventer de A à Z. Et nous sommes à un tournant parce que nous allons enfin faire connaissance avec ce qu'il y a dans notre sol, se rendre compte que dans une cuillère à café de sol, il y a 4000 espèces de bactéries, 2000 espèces de champignons. Sous 1 mètre carré de sol, il y a 340 millions d'êtres vivants. On va faire connaissance, on va passer des alliances avec eux. Et le symbole, par exemple, c'est qu'on va arrêter de labourer. Le labour qui était vraiment le symbole de l'agriculture, finalement, c'est la pire atteinte qu'on puisse faire à la nature. Le labour, c'est bien pire que le glyphosate pour situer. On va passer des alliances avec la nature et on peut maintenant, en connaissant nos sols, on va pouvoir retrouver une alliance au lieu d'une partie de bras de fer. Donc oui, nos sols sont épuisés. Oui, notre agriculture est productive. Elle n'a pas dit son dernier mot. L'homme n'a pas dit son dernier mot. Merci à tous les deux. On vous applaudit chaleureusement. Et je vous informe, parce qu'il est particulièrement en forme, Bruno Parmentier dédicace juste à côté pas moins de 4 ouvrages. On se retrouve dans quelques instants avec une autre affirmation osée. Demain, tous allergiques, à suivre.